Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir donc, de commencer cette conférence en introduisant donc, les aspects techniques des architectures réseau 5G. Donc, mon nom est Jean-Michel Gricot, je suis professeur à l'École polytechnique de Bruxelles, donc de l'ULB, et où j'enseigne donc, et je fais de la recherche dans le domaine des réseaux et de l'Internet des objets. Alors, le réseau 5G, ben, au fond, 5G, c'est la suite de 4G, c'est l'évolution de 4G, qui est l'évolution de 3G, qui est l'évolution de 2G. Donc on voit qu'il y a un processus d'évolution continue. Ce n'est pas quelque chose qui soudainement arrive, même si ça peut donner l'impression dans le grand public que soudainement on avait la 4G et que tout à coup la 5G arrive, mais il s'agit bien d'un processus d'évolution continue. Si on regarde cela au cours du temps, on voit que globalement, il y a des cycles de 10 ans, 10 ans, 10 ans. Donc il y a 10 ans pendant lesquels on fait de la recherche sur une certaine technologie, 10 ans pendant lesquels on va la déployer et l'utiliser, et puis 10 ans dans lesquels on va gérer tout doucement sa rétrocompatibilité ou la décommissionner. Donc si on regarde les évolutions des technologies de transmission digitale au cours du temps, mais ça commence à peu près à la 2G. La 1G étant une transmission analogique, je dirais, pour faire une analogie simple, plutôt de l'ordre de la radio ou de la CB ou du walkie-talkie. Avec la 2G, on a réellement une transmission digitale et c'est un réseau de téléphonie qui se rajoute par-dessus le réseau de téléphonie existant. Donc on a bien deux réseaux qui coexistent en parallèle. 10 ans plus tard, et parce qu'on voit des évolutions également technologiques et des opportunités, donc les années 90, c'est à peu près les années où l'Internet apparaît, on pressent qu'il serait bien d'introduire dans ces systèmes de communication mobile, qui sont donc digitaux, la possibilité d'une interconnexion avec l'Internet. La 3G va permettre ça, donc on va ajouter l'Internet, et on va avoir en fait en 3G par contre un réseau qui est coupé en deux sous-réseaux. Donc on va avoir un sous-réseau purement dédié à la téléphonie et un sous-réseau qui va s'occuper essentiellement des données. 10 ans plus tard, on essaye d'amener d'autres opportunités technologiques qui apparaissent, donc notamment le Voice over IP, donc tout ce qui est transmission digitale avec les technologies donc de type Internet, et on se dit que finalement la voix n'est jamais qu'un type de données comme une autre qu'on pourrait transporter. Et donc on va modifier le réseau 4G pour avoir un réseau convergé qui sera entièrement en mode orienté données, c'est-à-dire que finalement on va avoir une espèce d'Internet mobile dans la poche. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que au fond, ces réseaux 2G, 3G, 4G ne sont jamais que des ajouts par rapport aux réseaux existants. Okay, donc, ils coexistent en parallèle. Et donc, il faut, du point de vue du système de télécommunication, gérer deux sous-systèmes qui sont complètement séparés. Avec l'avènement de l'Internet des objets, avec l'avènement des communications machine à machine et également des nouvelles possibilités offertes essentiellement par le cloud, on va pouvoir rassembler en fait ces deux sous-réseaux et les fusionner en un réseau qui serait englobant, qui va gérer en fait l'entièreté des aspects de télécommunication, qui est basé sur une interconnexion forte, un couplage fort avec les technologies Internet, et c'est là qu'apparaît le réseau 5G. Donc, vous voyez, je vous disais, c'est une évolution constante. Eh bien, si on regarde un petit peu à l'intérieur des différentes évolutions, des différents documents techniques des équipementiers et des opérateurs, eh bien, on se rend compte que à peu près tous les 3 mois ou 6 mois, on a des évolutions du réseau. Donc, on a ce qu'on appelle des releases. Ces releases ajoutent des possibilités techniques et c'est un processus réellement continu. Donc, vous voyez qu'ici, par exemple, pour la 5G, on est à peu près à la release 15. Donc, ça veut dire que depuis la 2G, on a 15 évolutions du réseau de télécommunications. Voilà, je change de micro. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une évolution constante et continue. Et ce qui va faire qu'on va passer d'une technologie à une autre, par exemple 4G vers 5G, c'est qu'à un moment, on va fixer une architecture de référence et on ne va plus assurer la rétrocompatibilité par rapport au passé. C'est-à-dire qu'à un moment, on se fixe sur un nouveau point de départ qui fait partie d'une évolution continue, un nouveau point de départ, et on redémarre à partir de là. Alors, qui maintient ces standards? Eh bien, ces standards sont, pour des raisons d'interopérabilité globale, ils sont maintenus par l'Union internationale des télécommunications, principalement, donc l'ITU, qui est une branche des Nations Unies. Donc, on peut dire d'une certaine manière, ces réseaux, en tout cas la définition des architectures de ces réseaux, font partie du bien commun et sont connus de tous. À côté de ça, gravite un ensemble
de consortiums, de regroupements, on pourrait dire de lobbies d'opérateurs et d'équipementiers, comme la GSMA pour la 2G, le 3GPP pour la 3G et la 4G, ou le 5GPP qui va, disons, fédérer les opérateurs, les équipementiers. Alors, qu'en est-il au niveau de l'architecture? D'abord, il faut bien comprendre que l'architecture découle d'objectifs qu'on se donne, donc à la fois d'opportunités technologiques qu'on va pouvoir embarquer et d'objectifs qu'on va se donner. Les objectifs de la 5G sont assez ambitieux. C'est un réseau, comme je disais, englobant, c'est un réseau global, qui ambitionne à la fois d'incorporer, vous voyez au-dessus de cette pyramide, Enhanced Mobile Broadband, donc ce qui veut dire que finalement on voudra avoir l'Internet mobile, mais également on voudra avoir des communications de type machine à machine, c'est-à-dire des communications pour lesquelles il y a peu de débit mais énormément d'interactions, et on voudrait également avoir des communications ultra fiables, c'est-à-dire des communications dont les débits ne sont peut-être pas importants, mais dont le temps de réponse et dont la fiabilité doivent être extrêmement grandes. On voit que ces objectifs sont relativement antagonistes, et qu'il ne sera pas impossible de les mettre dans une seule architecture. On va voir comment ça va être possible dans la 5G, ou plutôt, comme le disait Dominique Boulier hier, dans les 5G, parce que finalement, il va y avoir différentes 5G qui vont être implémentées de manière à atteindre ces objectifs. Alors, un réseau de télécommunications, globalement, on peut voir ça comme étant une décomposition de la manière suivante. D'une part, il y a ce qu'on appelle le réseau d'accès mobile, donc qui va contenir les antennes, que vous connaissez bien, qui dans le cas de la 5G, par exemple, ça va être des nouvelles antennes 5G, ou en tout cas une modification, une amélioration des systèmes d'antennes existants. Dans la 5G, on va pouvoir également incorporer d'autres types d'antennes, donc par exemple, typiquement le Wi-Fi, ou également incorporer des parties fixes, c'est-à-dire des accès fibre optique. Ensuite, toutes ces parties d'accès, on va les agréger dans un réseau d'agrégation qu'on appelle le backhauling, qui va rassembler les différents flux, et ils vont être ensuite emportés vers ce qu'on appelle le cœur de réseau. C'est-à-dire que c'est là que vont véritablement se trouver les équipements fibre optique, data center, cloud, etc., qui vont traiter l'information, transporter l'information à très haut débit. Et puis, éventuellement, on peut sortir du réseau de l'opérateur de télécom et s'interconnecter avec un autre réseau d'opérateurs ou aller vers l'Internet. Alors, je vais aborder donc chacune très rapidement de ces différents éléments. En ce qui concerne les antennes et les terminaux, ben ça c'est véritablement la partie visible. C'est celle que nous voyons, nous connaissons le smartphone, nous connaissons l'antenne, mais finalement ça n'est qu'une très petite partie du réseau télécom, et c'est peut-être pas la partie qui dans la 5G va être la plus, comment dire, qui va apporter le plus d'avancées technologiques. Alors la 5G, c'est un réseau cellulaire. Donc ça veut dire qu'on va séparer l'ensemble du territoire. On ne peut pas mettre une grande antenne pour un État ou pour toute une région. On va en fait séparer le problème en un ensemble de petites antennes. Pourquoi? Parce que chaque antenne a une capacité fixe. Ben, vous savez, vous avez un réseau Wi-Fi, par exemple, chez vous à la maison, il a une certaine vitesse, une certaine capacité qui est offerte par l'opérateur. Si vous voulez augmenter cette capacité, il n'y a pas d'autre solution que de mettre une autre antenne et un autre accès. Avec la difficulté, évidemment, et c'est quelque chose que vous connaissez également, c'est que quand vous déployez votre Wi-Fi et votre voisin fait la même chose, éventuellement, il peut y avoir des problèmes d'interférence. Donc, il faut quand même un petit peu optimiser le déploiement de ces antennes, et il faut aussi les placer, comme chaque antenne a une capacité limitée, il faut également les placer dans les zones dans lesquelles il y a plus de noms. Donc voilà, ça c'est une carte tout à fait publique, c'est un open data, donc des cartes d'antennes d'opérateurs ici à Bruxelles, et donc vous voyez que ça reflète effectivement bien la densité de population ou la densité également d'utilisation. Donc dans des zones industrielles, commerciales, on va évidemment avoir une plus grande densité d'antennes. Alors, ce qui est un peu particulier, si on prend le cas par exemple des technologies 2G jusqu'à 4G, c'est qu'on va utiliser des antennes omnidirectionnelles. Ça veut dire quoi? Mais vous voyez dans la partie de gauche que, en fait, une antenne va, on dit illuminer, va arroser, va offrir de la connectivité sur une certaine surface. D'un point de vue réseau, ça pose quand même un problème, qui est le fait que lorsque un utilisateur communique, les autres utilisateurs ne peuvent pas communiquer à ce moment-là. Donc c'est très peu efficace. On peut prendre l'exemple de la conversation dans une salle. S'il y a beaucoup de monde qui est dans une même salle, lorsqu'il y en a un qui parle, forcément les autres ne peuvent pas parler, ou s'il y en a un qui parle plus fort, il risque d'interrompre les conversations des autres. Donc il faut essayer d'imaginer une sous-segmentation, donc soit en augmentant le nombre d'antennes, soit en utilisant des techniques particulières. Et donc la 5G va notamment utiliser une technique
qui est bien connu dans les réseaux type Wi-Fi, c'est le beamforming, c'est-à-dire que les antennes vont pouvoir diriger un faisceau vers l'utilisateur qui communique. Et il ne va pas le diriger vers les utilisateurs qui ne communiquent pas ou vers les autres utilisateurs qui sont en train de communiquer. Et donc, vous voyez très schématiquement, sans rentrer dans les détails, que par exemple, dans la partie de droite, eh bien, on pourrait théoriquement avoir 3 communications concurrentes, là où précédemment, dans l'exemple de gauche, donc en 4G, on n'aurait qu'une communication chacun à son tour. Donc voilà un petit peu pour expliquer brièvement cette technique MIMO beamforming. Et donc, ça permet de densifier le nombre de communications par unité de surface, par kilomètre carré, tout en ne déployant pas spécialement plus d'antennes. Également, ça va avoir pour effet de réduire l'exposition moyenne des autres utilisateurs qui ne sont pas en train de communiquer. Alors, un autre aspect, parce qu'on en parle beaucoup donc, dans la 5G, c'est le fait qu'on va utiliser des fréquences qui sont relativement élevées. Et la raison de ça, c'est que dans le cadre de la communication sans fil, donc des communications, les faisceaux hertziens, en fait, la puissance reçue, le signal reçu, va dépendre très fortement à la fois de la distance, évidemment, mais de la fréquence qui va être utilisée. Merci. Et donc, on va réutiliser des fréquences classiques, comme on fait en GSM, de l'ordre de 900 MHz, par exemple. Ça peut être 700, 900 MHz, il y a différentes variantes. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, vous le voyez, le signal reçu en fonction de la distance permet de couvrir des zones relativement grandes. On parle de cellules macroscopiques ou de cellules parapluies également, parce qu'elles viennent globalement boucher les trous de couverture. On va utiliser des fréquences plus élevées de manière à transmettre dans des zones plus réduites. Et éventuellement, on peut utiliser des fréquences extrêmement élevées, de l'ordre de 26 GHz ou même au-delà, qui vont permettre en fait justement de profiter de cette atténuation très rapide en fonction de la distance, de manière à créer des zones de couverture locales et qui donc ne vont pas interférer sur les autres communications qui sont en cours. Okay, ce qu'on peut appeler donc dans la 5G la millimeter wave communication. Et donc le réseau 5G, très schématiquement, pourrait ressembler à ceci. On aurait des antennes comme classiquement qui feraient des couvertures globales. On va avoir de la focalisation de réseau, de faisceau qui va permettre d'avoir des communications spécifiquement vers certains utilisateurs qui sont en train de communiquer mais pas d'autres, ou plusieurs faisceaux en parallèle, et éventuellement des communications véritablement ultra-locales. Vous voyez ces petits ronds rouge-orange qui permettront donc dans ce cas-là d'avoir des communications très haut débit, mais dans des zones extrêmement limitées. Okay, ce qui est un avantage, de nouveau, il faut penser en termes de réseau, c'est-à-dire en termes d'accès avec de nombreux utilisateurs. Donc, c'est véritablement un avantage. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier au niveau du cœur de réseau de la 5G? C'est peut-être là, à mon sens, que se passent les choses les plus intéressantes. La 5G propose d'utiliser une technique qui vient essentiellement du monde du cloud et des data centers, qui est une technique de virtualisation. Alors, qu'est-ce à dire? Eh bien, on va imaginer que cette fois-ci, on a une infrastructure générique, c'est-à-dire qu'on a des antennes, on a des data centers ou des possibilités de pouvoir traiter les données qui sont réparties, et on a un ensemble d'équipements de réseau qui permettent d'interconnecter tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ces différentes fonctions ou les combiner, je dirais c'est un petit peu comme si on avait des briques Lego, et on va les assembler à la demande en fonction des besoins particuliers qu'on va avoir. Okay, c'est ce qu'on appelle Network Function Virtualization, c'est-à-dire la virtualisation des fonctions du réseau. Donc on a des briques de base et on va les combiner. Et ça va permettre également d'avoir des optimisations. Donc de nouveau, si vous prenez un réseau 4G, voici un exemple dans lequel il y a une antenne, il y a quelques data centers qui sont répartis, qui vont par exemple contenir l'application avec laquelle vous communiquez, les données dont vous avez besoin, et il y a quelques équipements de réseau, quelques switches et quelques lignes qui permettent d'interconnecter ces différents équipements. Eh bien, si on est dans un système 4G, que j'ai une antenne qui est active, donc il y a un utilisateur qui est en train de communiquer et qui a besoin d'une donnée, cette donnée se trouve dans le data center qui est ici au sud du pays, eh bien, on va prendre le meilleur chemin qui va permettre de communiquer entre cette antenne et ce data center. Et de manière classique, ce routage, donc c'est-à-dire le choix de la route, eh bien, il n'y a qu'une et une seule solution à peu près, qui est la meilleure solution sous la contrainte d'aller
je dirais, avec plus de bandes passantes possible ou avec le chemin le plus court. Okay, donc, on a quelque chose qui est relativement peu statique. Également, si on veut servir de la vidéo ou qu'on veut servir des communications critiques, par exemple, je ne sais pas, un système d'opération de téléchirurgie, eh bien, finalement, à partir du moment où les données se trouvent dans ce data center, il y aura toujours le même chemin qui sera utilisé. Alors que finalement, les applications, les demandes sont tout à fait antagonistes. Avec la 5G, le scénario va être relativement différent. On va pouvoir imaginer de choisir peut-être un chemin différent à un moment donné sous une autre contrainte. Donc, on va observer le réseau en permanence, on va avoir une vue globale, et cette vue globale va nous permettre de prendre une autre décision, c'est-à-dire une décision qui nous semble plus optimum à un moment donné et qu'on va pouvoir programmer selon ses besoins. C'est ça qui est bien intéressant. Donc, par exemple, je pourrais décider de choisir un autre chemin qui est moins congestionné. Autre aspect, donc je vous avais dit, il y a des data centers qui permettent de contenir les applications. Autre aspect, si on voit que la charge augmente, qu'il y a de plus en plus de demandes pour une certaine application, on pourrait décider d'augmenter la capacité logicielle de cette application. C'est les mêmes genres de techniques qu'on utilise dans les data centers, les techniques cloud, où on va activer des machines virtuelles, on va activer de la capacité supplémentaire. Imaginons maintenant qu'on ait beaucoup, mais réellement beaucoup plus d'utilisateurs qui font la demande, il serait peut-être plus optimum dans ce cas-là de les faire communiquer non pas avec, vous voyez, des applications qui sont dans un data center distant, mais plutôt d'utiliser un data center beaucoup plus proche. Donc, on va désactiver les data centers au sud du pays, on va plutôt activer la copie de l'application qui se trouve beaucoup plus localement par rapport à l'utilisateur. Ou en fait, et là c'est typiquement une technique cloud, en fait, on pourrait imaginer, si elle n'est pas présente déjà du côté de Bruxelles, on pourrait imaginer de migrer cette application, de la faire bouger d'un data center vers un autre. Et ça, ce sont tout un ensemble de techniques qui sont absolument inexistantes et impensables dans le domaine de la 4G. Alors, vous voyez également qu'on peut faire des répartiteurs de charges. Donc, s'il y a des demandes, on peut imaginer d'avoir une variante de l'application ici sur Bruxelles et une autre du côté donc, de l'est du pays. Et on peut également imaginer de désactiver, si on voit qu'il n'y a pas de sens à garder ces équipements actifs, alors qu'il n'y a pas de communication, eh bien on va pouvoir les désactiver. Donc typiquement, pendant l'année, on va pouvoir désactiver un certain nombre d'antennes dont on n'a pas besoin, ou désactiver des applications, des data centers dont on n'a pas besoin. Donc il y a véritablement une approche où on tient compte de deux choses. D'abord, on a une vision globale du réseau, donc on sait exactement ce qui va pouvoir être optimum. C'est complètement différent de l'Internet, qui d'habitude est distribué, prend des décisions de manière distribuée. Ici, on a un élément centralisateur et également, on a une plus grande flexibilité, un contrôle sur le fonctionnement du réseau. Mais ça va impliquer, c'est quelque chose qui va être important, surtout en termes de sécurité, ça va impliquer d'avoir un contrôleur de session, c'est-à-dire un élément qui va, de manière logicielle, capter l'état du réseau en permanence, impliquer une logique, un algorithme qu'on va pouvoir programmer de manière flexible et qui va refléter, qui va modifier l'architecture qui devient un peu polymorphe en fonction des demandes. Alors, ça permet d'introduire un concept qu'on appelle le network slicing, que vous avez peut-être déjà vu dans les documents techniques 5G. Alors, je vous parlais de ces différents objectifs antagonistes. Eh bien, ces différents objectifs antagonistes, on va pouvoir combiner grâce au network slicing. Donc, vous voyez par exemple que si je considère de l'industrie 4.0, des choses comme ça, je vais pouvoir combiner différentes antennes, les amener vers un réseau d'agrégation et avoir un traitement des données semi-local au niveau régional. Si j'ai des communications, par exemple, qui sont extrêmement critiques, je vais plutôt activer un data center qui va être très proche, de manière à avoir des temps de réaction très, très courts. Si par contre, j'ai besoin d'amener des débits relativement élevés, par exemple de la vidéo à la demande, eh bien, dans ce cas-là, je vais plutôt activer un data center, mais de type cache de données, donc qui va permettre d'enregistrer les données vidéo et de les distribuer de manière efficace. Donc, on a plusieurs 5G. Alors, qu'en est-il des aspects sécurité, pour terminer? Eh bien, c'est vrai que la 5G amène énormément de questions de sécurité et on peut, d'une certaine manière, se dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas posé toutes ces questions du temps de la 4G? Et donc, il y a essentiellement le mot qui revient souvent, c'est évidemment Huawei, mais on peut tout à fait se dire que, en réalité, Huawei n'est peut-être pas spécialement le questionnement principal. Le questionnement, c'est de savoir comment est-ce qu'un réseau aussi large que la 5G peut-il devenir sécurisé?
Je vous montre d'ailleurs quelques exemples qui montrent qu'il n'y a pas que Huawei qui est dans la boucle pour éventuellement rentrer dans les installations. Alors, comme je disais, c'est une technologie englobante. On va y mettre l'Internet des objets, on va mettre le Wi-Fi, on va mettre le mobile. Et en fait, toutes ces technologies se sont complètement développées de manière séparément. Donc, les paradigmes de sécurité, les niveaux de qualité de sécurité, et même dans le cas de l'Internet des objets, une certaine pauvreté par rapport à la sécurité, font en sorte que c'est un petit peu une auberge espagnole. Dans la 4G, tout est sous le contrôle d'un même opérateur qui peut imposer ses standards. Dans la 5G, si on veut être englobant, on est obligé d'admettre des différentes technologies. On ambitionne de connecter à ça des systèmes critiques, production d'eau, smart cities, etc. Donc, il faut quand même faire bien attention à ça. Et c'est donc pourquoi, dans la 5G, on va introduire un grand nombre de mécanismes de sécurité, soit évidemment classiquement de la cryptographie, mais on va utiliser également énormément d'intelligence artificielle, de manière à pouvoir détecter des comportements anormaux. Alors, juste pour le mentionner, pour ceux que ça intéresse, la Commission européenne a sorti une réflexion par rapport à ça qui a permis d'élever le niveau du débat simplement au-delà de Huawei, et a sorti ce qu'ils appellent un toolbox, c'est-à-dire en fait un ensemble de recommandations et de questions que tout un chacun, opérateur, équipementier, devrait se poser en permanence de manière à s'assurer de l'intégrité, de la qualité, de la sécurité de cette implémentation. Notamment, bien, il y a des questions d'atténuation de risque, c'est-à-dire avoir une analyse de risque externe continue. Il y a l'idée également d'une atténuation par le fait qu'on ne confierait pas à un même fournisseur plus de 35% des équipements, parce que finalement, tout confier, tout mettre dans le même pot présente également un risque. Et alors, je terminerai en présentant une approche qui vient également du monde des data centers et qui est intéressante pour la 5G, qui s'appelle les Zero Trust Networks. C'est-à-dire que si on prend le cas de la 2G jusqu'à la 4G, comme je disais, finalement, le modèle classique des opérateurs, ça a été de se dire, voilà, j'ai toute une infrastructure qui se trouve à gauche, et cette infrastructure, j'ai le contrôle dessus. Donc, je peux tout à fait dire qu'elle est trusted, c'est-à-dire qu'elle est sécurisée, je peux avoir confiance en cette infrastructure. Et il me suffit de construire une muraille autour de tout ça et de me protéger des interactions avec l'extérieur, de filtrer ce que font les utilisateurs sur les terminaux, l'Internet, etc. Mais à l'intérieur, je peux me faire confiance. Avec la 5G, c'est un réseau beaucoup plus englobant, ce serait une extrêmement mauvaise approche de faire ça. Et donc, cette idée du Zero Trust Network, c'est de dire, voilà, il y a une zone plus ou moins floue que je dois sécuriser, et à l'intérieur de cette zone, je vais complètement renverser le paradigme, c'est-à-dire que je vais construire le système de manière à ce que je ne doive pas mettre de confiance entre les éléments. Tout le monde devrait surveiller ce que les autres font. Donc, comme je disais, les équipements réseau devraient être surveillés par l'orchestrateur, qui lui-même devrait quand même essayer de regarder un petit peu ce que font les antennes. Et puis, il y aurait également des éléments logiciels autres de sécurité qui viendraient vérifier si l'ensemble fonctionne de manière harmonieuse, c'est-à-dire fait ce qui est demandé et pas trop, pas plus, ou en tout cas pas de manière dysfonctionnelle. Et ça, ce sont des concepts vraiment tout à fait nouveaux qui vont assurer que la 5G va fonctionner de manière sûre, va offrir une plateforme sûre pour réaliser cette interopération et cette intégration des différents réseaux. Voilà, donc c'est une approche relativement courte à la technique. J'espère avoir pu vous donner les éléments clés qui vous permettent de comprendre en quoi la 4G et la 5G sont fortement différents, et également quels vont être les challenges en termes, comme je disais, de sécurité, de business model, également l'impact sur l'environnement du recours à ces data centers. Et je suis maintenant donc disponible si vous avez des questions. Je pense que je dois du coup éteindre le tien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez dans la... Oui, on t'entend sur Zoom. Ça passe bien le son ici? Ah, ok. Un grand merci alors Jean-Michel Tricot pour cette présentation très éclairante des aspects techniques. Donc, je vais quand même dire 2 mots sur ton parcours parce que je n'avais pas eu le temps de le dire juste avant. Et donc, notre collègue Jean-Michel Tricot a fait son master en informatique en 2001, puis il a fait un PhD, donc une thèse en ingénierie en 2007 à l'ULB. J'ai fait une série de postdocs, dont un postdoc à Grenoble, à France Télécom, dans le laboratoire d'Orange.
Et maintenant, actuellement, tu travailles dans une unité de recherche qui s'appelle Wireless Communication Group. Et donc, tu enseignes et tu mènes des recherches sur les réseaux de communication, les réseaux mobiles, l'Internet des objets et, on l'a vu maintenant, la sécurité des réseaux. Donc voilà, c'est notre expert local. Un grand merci à lui. Alors, je vois qu'il y a quelques questions sur le chat. En tout cas, une question qui parle qui demande si la technologie est rétrocompatible ou bien s'il faut faire coexister les deux réseaux. Donc, je pense que c'était quand tu expliquais la 4G et la 5G. Effectivement, c'est une excellente question. Nous n'avons plus de son. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Donc oui, effectivement, c'est une excellente question. Et donc, toute la difficulté de l'évolution d'un système de télécommunication, c'est qu'on ne peut pas repartir à zéro. On doit gérer tout l'héritage du passé, c'est-à-dire qu'il faut gérer les réseaux 4G, 3G, 2G qui doivent être incorporés à l'intérieur du réseau 5G. L'idée, c'est quand même que le réseau 5G, le cœur de réseau, va totalement être changé. Ça a été fait chez certains opérateurs de télécom il y a déjà presque 1 ou 2 ans, avec des interfaces et des logiciels d'interopérabilité. Donc, ils vont permettre d'acheminer votre trafic 4G à l'intérieur du cœur de réseau 5G. Et progressivement, par contre, les antennes vont être décommissionnées, les anciennes, et on va mettre de nouvelles antennes 5G. Voilà. Mais du point de vue réseau, par contre, on fait coexister l'ensemble de ces technologies. Oui, alors il y a une autre question qui est un petit peu reliée, qui demande si, techniquement, pour les gens qui ont des problèmes avec la 5G et la 6G, est-ce que c'est possible qu'ils puissent continuer de travailler en 4G, comme maintenant, et peut-être payer moins, et donc laisser les autres utiliser la 5G, donc découpler les systèmes? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, il y a des interfaces qui permettent interfaces donc chez à la fois dans les équipements et chez les opérateurs, donc qui permettent d'intégrer tous ces réseaux. Et donc, effectivement, on le voit d'ailleurs actuellement, si on prend le cas du GSM, le GSM, c'est des années 80. On avait prédit que dans 10 ans, on allait passer à autre chose. On est 40 ans après et ce GSM 2G existe toujours. Il y a des raisons, pas spécialement techniques, mais il y a aussi des raisons économiques, de prix du spectre, d'amortissement des équipements, des antennes, qui finalement, j'allais dire, c'est une technologie qui, en quelque sorte, ne coûte plus rien, vu qu'il a déjà été largement acheté. Et donc, certainement que le réseau 4G sera encore là pendant de nombreuses années. Merci. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les aspects plus énergétiques. Ça, je propose qu'on en discute plus tard. Peut-être une question qui demande s'il existe des équipements européens pour équiper nos pays. Alors voilà, ça c'est une excellente question parce que je pense que c'est un petit peu en lien, notamment par exemple lorsque les États-Unis ont décidé de bannir Huawei, il y a eu un moment une suspicion de vouloir pousser leurs propres équipementiers. Et en fait, ce qu'il y a d'un peu paradoxal là-dedans, c'est que les grands équipementiers qui restent actuellement sur le marché de la 5G et qui sont plus en avant, c'est essentiellement les Chinois chez Huawei et en fait les Européens. Même si finalement on n'a pas beaucoup mené la danse par rapport à la définition de la 5G, il nous reste des entreprises, notamment Alcatel, Nokia Alcatel, qui en fait sont parmi les leaders de l'implémentation. Alors essentiellement sur les parties de cœur de réseau, pas tellement les antennes, et sur les parties de ce fameux orchestrateur. Là, on a vraiment une longueur d'avance. Donc oui, il reste des Européens dans la course. Oui.
Alors, en effet, il y a une main qui est demandée pour parler. Jean-Louis Pont, tu veux dire poser une question? Peut-être rapidement, parce qu'on a un petit peu déjà dépassé l'horaire. Rapidement, merci, bonjour. Le professeur Boulier nous disait hier qu'il est temps de s'occuper de la 6G, la 5G étant déjà partiellement derrière nous. Quelles sont les grandes différences en termes techniques, énergétiques, etc., entre la 5G et la 6G? Merci pour votre réponse. Alors la 6G est en cours de définition actuellement, donc on essaye de voir quelles sont à la fois les nouvelles opportunités technologiques qu'on pourrait injecter dans la 5G actuelle et quelles sont évidemment les demandes. Donc tout est possible, tout est encore à faire, mais ce qui est attendu, il y a essentiellement ce qu'on appelle l'Internet holographique. Donc l'idée en fait c'est d'avoir des communications qui soient tellement rapides et tellement courtes que finalement un objet qui serait ou une vidéo numérisée en 3D ou en contact 3D nous apparaîtrait comme s'il était devant nous. Donc, c'est-à-dire la capacité de pouvoir manipuler des objets ou des éléments avec une réaction telle qu'on a l'impression qu'ils sont exactement devant nous. Donc ça, c'est quelque chose qui certainement va être lors de la 6G. Et de manière couplée également à la 6G, il y a un projet qui s'appelle Internet 2030, dont l'objectif est de faire une refonte de l'Internet. Donc l'Internet, c'est essentiellement des concepts et des paradigmes qui datent des années 60, évolution vers les années 80. 80% de ce qu'on fait sur l'Internet actuellement ne correspond pas à l'Internet de base, à l'architecture de base. Et donc, avec la 6G, on verra certainement l'Internet 2030 qui va venir avec ça. Il y a une idée également d'utiliser les communications par satellite pour augmenter les couvertures. Enfin bon, ça revient un peu régulièrement, c'est pas toujours suivi des faits.